dans la rénovation thermique du bâtiment. Je crois que tu as connu Olivier il y a maintenant bien longtemps. Vous êtes tout petit. Vous avez démarré, vous connaissez dès le début de votre carrière. Rouzbeh Kazakoglu, qui est chef du département analyse stratégique chez EDF, donc chez EDF Commerce, la partie commerce EDF, et puis Brice, que je n'ai plus besoin de présenter. Je vais commencer par une question pour EDF. Avec notamment, on a parlé des financements, et un des modes de financement, donc à côté de l'éco-PTZ et du crédit d'impôt, c'est les fameux C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc EDF fait partie des entreprises qui ont une obligation de collecter des C2E. Donc en fait, on demande à un fournisseur d'énergie d'aider ses clients à consommer moins. C'est pas très naturel, c'est presque désagréable de faire ça. Comment vous le vivez? Comment ça se passe? Je vois qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est pas naturel, mais ça dépend de la façon dont on conçoit son travail de fournisseur. Notre vision à nous aujourd'hui, c'est que sur les marchés où les C2E arrivent à effectivement agir sur la décision des clients, et pour l'essentiel, c'est sur les marchés des collectivités territoriales, des entreprises, des bailleurs sociaux, les C2E nous aident effectivement à faire notre métier de fournisseur d'énergie. Autrement dit, à être dans une relation, j'allais dire, rénovée, moderne d'un fournisseur d'énergie qui n'est pas là uniquement pour vendre de l'énergie, mais qui est là aussi pour faire baisser les consommations de ses clients. Et tout ça, à la fin de l'histoire, c'est pour fidéliser le client. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Là où on a plus de problèmes, c'est sur le marché de masse. Notre analyse aujourd'hui des C2E, c'est que ce n'est pas un levier qui permet de faire bouger les clients. Et en tout cas, ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Alors, Olivier Sidler a parlé des quelques rénovations qui ont pu avoir. Nous, on a fait quelques expérimentations sur le terrain. Alors, on a un programme avec, par exemple, la région Alsace, où je rénove BBC. On est à des montants de rénovation qui sont de l'ordre de 30 000 euros. Juste pour info, la facture moyenne d'un Français sur l'énergie, si j'enlève le transport, c'est de l'ordre de 1000 à 1300 euros par an. Donc on va à peu près investir 30 000 euros pour espérer une économie de quelques centaines d'euros par an. Alors, je suis d'accord que la question économique n'est pas la seule motivation qui va pousser les gens à faire des économies d'énergie, mais quand on est à ces niveaux d'écart entre la rentabilité les investissements et la rentabilité sur les économies d'énergie, ça pose question sur le long terme. Alors, tout ça pour dire que cette analyse-là nous a amené à réfléchir un peu sur les leviers que l'on avait en main et sur les priorités. Évidemment, la première priorité pour nous, à partir du moment où je vous ai donné les chiffres moyens, c'est de commencer à se cibler sur les logements qui consomment le plus. Le deuxième geste, la deuxième priorité, on l'a évoqué à demi-mot, Brice l'a évoqué en disant il y a seulement un tiers des toitures qui font l'objet d'une proposition d'action d'efficacité énergétique. Aujourd'hui en France, il se fait 3 millions de gestes sur les logements. Il y en a un tiers au mieux qui embarque un geste d'efficacité énergétique. Ce levier-là, il est actionnable tout de suite, c'est-à-dire le montant moyen de ce que les ménages dépensent, c'est de l'ordre de 5-6 000 euros. On pourrait parfaitement, avec des questions de formation, engager l'ensemble des filières, les clients, nous en tant que conseillers en amont, les banques, les collectivités territoriales, à essayer d'embarquer au maximum les gestes d'efficacité énergétique à chaque fois qu'il y a un geste sur le bâti, un geste sur les systèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Les deux priorités pour moi, donc c'est bien les gestes énergivores et ensuite embarquer tous les gestes d'efficacité énergétique. Pour ça, il nous semble qu'il y a 4 leviers qu'il faut actionner. Il y a un levier qui est, à la suite de ce que j'ai dit avant, il faut évidemment repérer les logements énergivores. Il faut aller essayer de chercher tous ceux que Brice a cités, qui sont les bâtiments Angers et plus loin. Ça, c'est un gros travail, c'est pas fait et on n'est pas structuré pour le faire. Le deuxième, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes de financement qui soient adaptés. L'échec de l'éco-PTZ, où on a essayé de faire aux banques ce qui n'était pas leur boulot,
doit, à mon avis, être un vrai retour d'expérience. Aujourd'hui, on n'a pas les structures en amont pour pouvoir aider les banquiers à faire leur travail et à faire finalement ce qu'est leur boulot de faire les prêts. Troisième chose, et là je rejoins tout à fait ce que dit Olivier Stidler, c'est-à-dire les STR, pour nous, est un levier essentiel. C'est-à-dire structurer la filière autour de gestes standardisés qui permettent de globalement gagner en productivité, gagner en qualité, de mettre tout le monde autour de la table, autour de la rénovation. C'est une tendance que l'on doit engager. Et puis dernièrement, nous on pense que tous ces programmes-là doivent être ciblés sur le local. Et nous sommes convaincus que les collectivités territoriales, à terme, ont un rôle clé à jouer, puisqu'on ne fera pas le même type de rénovation à Lille qu'on fera à Marseille, et on ne mettra pas le même type d'entreprise et les mêmes types de gestes autour d'un programme de rénovation dédié. Donc il va falloir trouver un moyen de faire jouer ces 4 acteurs-là autour d'un même programme qui est ciblé sur les 2 priorités que j'ai indiquées avant. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à André Pouget, qui va réagir notamment sur la réglementation thermique et les solutions là où ne s'appliqueront pas les STR dans le cadre des travaux un peu plus lourds où on est en mesure d'avoir une maîtrise d'œuvre, d'avoir une approche un peu structurée avec des acteurs plus gros. Et dans ces cas-là, on va aller vers des solutions qui sont plus proches des calculs réglementaires. Et notamment quand on est face à la situation compliquée d'un syndic de copropriété où on a à la fois une décision à prendre collectivement et ensuite des travaux qui vont être faits habitat par habitat, on va gérer les choses de façon un petit peu plus sioux. Est-ce que tu peux nous détailler le sujet ? Merci. Dans la première table ronde exposée, vous avez très bien expliqué l'urgence et la nécessité d'accompagner ce décollage via, à mon sens, une réglementation opérationnelle. Il existe actuellement une réglementation, elle n'est pas opérante, et il suffit, entre guillemets, de revoir cet outil pour aider à accompagner ces rénovations massives. Ceci dit, une fois cet outil en place, il faut travailler, à mon sens, sur la façon dont on porte les modalités d'application. On ne pourra pas faire, comme ça a été dit tout à l'heure, sans obliger des travaux. Les travaux, il faut les obliger au moment où c'est le moins douloureux. C'est-à-dire quand on fait déjà des travaux, comme ça vient d'être dit, et à ce moment-là, on fait penser à embarquer la performance énergétique. Quand il y a une transaction, c'est pas rare que, par exemple, quand on aménage dans un nouvel appartement, on retoilette, on rafraîchisse l'appartement. Donc, l'idée, c'est bien de faire ces travaux au moment où c'est le plus propice, parce que déjà, on fait des travaux. Tout d'un coup, là, maintenant, on parle de 30 000 euros. Jusqu'à présent, on faisait des travaux, on ne parlait pas de performance énergétique et on n'allait pas chercher obligatoirement ces financements. Donc ça, il faut veiller à accompagner, à embarquer cette performance énergétique au moment opportun pour que ce ne soit pas une dépense sèche. À propos de la copropriété, la maison individuelle, on l'a vu, elle va faire son affaire de solutions techniques. Effectivement, on n'aura pas un thermicien, un architecte derrière chaque maison, d'ailleurs il vaut mieux pas. Et si certains le souhaitent, qui ne se gênent pas évidemment, mais on ne pourra pas évidemment couvrir tout ce secteur-là comme ça a été dit. Pour l'immeuble collectif, et notamment la copropriété, un poème, eh bien, dans la copropriété, je pense qu'il faut commencer d'abord à savoir, effectivement, toujours poser la même question comme pour la maison individuelle, si on est dans le rouge ou pas, c'est-à-dire que est-ce que cet immeuble est énergivore ou non. Dans le cas où il est énergivore, entre guillemets, eh bien, on va obliger la programmation des travaux avec un cadencement, avec une règle du jeu, avec une procédure pour les parties collectives. On sépare les travaux des parties collectives, c'est-à-dire façade, toiture, chauffage collectif, si chauffage collectif il y a. Donc, pour programmer ces travaux, et en ce qui concerne les parties privatives, individuelles, les dissocier du collectif, des parties communes, et à chaque transaction, on revient au cas de la maison individuelle, à chaque appartement de vendu, eh bien, donnera l'objet de travaux sur les parties
privative. Ce principe, cette proposition-là, permet, encore une fois, d'embarquer cette performance énergétique de façon pas trop douloureuse, sachant que la solution où on rénove tout en même temps est de loin la meilleure solution, mais de loin, peut-être pas celle qu'on pourra appliquer tout le temps. Ensuite, je termine pour ceux qui ne sont pas énergivores ou ceux qui n'ont pas déménagé, eh bien, ceux-là, ils peuvent aussi faire des travaux, ce n'est pas interdit. Et à chaque fois qu'ils font des travaux, il faudrait donc une remise en conformité, on va dire, ou respecter la réglementation avec des niveaux compatibles aux résultats que l'on vise. Qu'ils ne soient pas obligés de le refaire 5 ans ou 10 ans plus tard. Donc, avec ces mécanismes-là, on peut tranquillement faire en sorte que cette réglementation se pose sur le parc et puisse, sans trop de douleur, être appliquée, puisque à un moment donné, il faut appeler un chat, on va l'obliger à respecter un niveau de réglementaire. Merci beaucoup. Je vais donc donner la parole maintenant à Isabelle Louest de chez Saint-Gobain pour qu'elle nous dise un peu comment l'industrie, enfin les fournisseurs en tout cas du secteur de la rénovation sont en train de s'organiser pour être capables de fournir le matériel qu'il va falloir sur ce sujet. Et est-ce qu'il y a également la possibilité, si on doit vraiment accélérer le rythme, que certains produits coûtent moins cher à partir du moment où on les industrialise, notamment les produits qui sont un peu pointus aujourd'hui, qui sont encore très chers. Est-ce qu'on a l'espoir qu'en massifiant, on puisse faire baisser les prix significativement? Merci pour ces questions. Donc, moi, tout d'abord, en préambule, je voudrais d'abord dire que je me suis tout à fait reconnue dans la présentation de Brice et dans les propos des personnes autour de la table ronde. Je pense que c'est très très important effectivement d'avoir cette ambition forte sur le long terme avec un horizon suffisamment 2050 qui va permettre de traiter en profondeur le parc et de vraiment faire toutes les actions de rénovation au bon niveau. Indiqué dans la présentation, c'est clair que si on se contente de faire des actes de rénovation partielle, on n'arrivera jamais à obtenir le niveau de résultat qu'il faut obtenir sur le long terme. Donc je pense que le grand mérite du Shift Project, c'est effectivement d'avoir expliqué qu'il faut un échéancier clair, c'est-à-dire que on se fixe des étapes. On commence par les logements les plus énergivores, et ensuite, donc, au fur et à mesure que le temps passe, on remonte au niveau d'exigence. Ça permet de traiter, parce qu'on va mettre une obligation de rénovation. Ça va permettre donc de commencer par les choses les plus urgentes, les logements les plus énergivores, et ensuite d'amener petit à petit le parc à un bon niveau de performance. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Le fait aussi qu'on donne un échéancier clair, qu'on dit on va faire ça au moment venu, c'est-à-dire quand on fait une mutation du logement, donc individuel, ou alors on va programmer les travaux. Oui, il est pas. Bon, alors là, je pense que celui-là est encore un peu meilleur. Mais on a plein pourtant. Bon, celui-là peut-être, alors effectivement, voilà, on va continuer avec celui-là. Bon, donc on va essayer. Alors maintenant, pour revenir à la question qui m'était posée, je pense que le mérite de ce qui a été présenté précédemment, notamment les solutions techniques de référence telles que Olivier les a présentées, on voit que les solutions techniques, elles existent. C'est-à-dire que quand il faut faire une rénovation ambitieuse, il suffit en quelque sorte d'appliquer un bouquet de travaux. Et Olivier a très bien décrit le niveau de performance qu'il faut essayer de viser et comment on peut le faire, donc élément par élément. Et on voit qu'il n'y a pas besoin de faire des calculs très compliqués pour arriver au résultat. Donc ces solutions techniques de référence, elles existent. C'est des solutions qui ne sont pas très compliquées. C'est déjà des choses qu'on a mis en œuvre, bien sûr pour le neuf, mais qui seront des choses très similaires pour la rénovation.
Et donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas de révolution, c'est des choses qui existent déjà. Alors, pour répondre tout à fait à la question, c'est vrai que peut-être ponctuellement, il peut y avoir besoin de choses un petit peu nouvelles ou innovantes. Et bien entendu, le fait de développer le marché, de massifier les solutions, d'avoir un grand nombre de gestes de rénovation, ça va aller dans le bon sens et ça va permettre d'avoir des prix encore plus compétitifs. Mais je pense que vraiment le message qu'il faut retenir, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, les solutions de rénovation, elles sont déjà existantes et donc il n'y a pas besoin de faire des développements technologiques très très compliqués pour répondre à la question. Et je termine avec juste un dernier point. On parlait de la nécessité de faire donc une rénovation en profondeur, durable. Donc par exemple, on peut prendre un exemple, si on veut rénover un logement qui aujourd'hui est très énergivore, donc on va dire, je sais pas, 400 kWh mètre carré par an, et on veut le monter à un bon niveau. Je crois que, oui. La classe B, donc par exemple quelque chose comme 100 kWh par mètre carré par an, petit calcul très rapide, on s'aperçoit que si on rénove, allez, on va dire 300 000 logements, à ce niveau d'exigence, on peut économiser 10 TWh, c'est l'équivalent d'un EPR, donc c'est quand même tout à fait significatif. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais faire des expérimentations sur les micros en le tenant à deux doigts. On va peut-être s'en sortir. J'ai une question ici. Alors, il y avait une question ici. Et là, alors, on va commencer par Arnaud et le monsieur qui était juste après dans l'ordre chronologique. Et après, ce sera vous derrière. Oui. Arnaud Lépine, Arsène Chialis. Je voulais savoir si le Shift Project, dans votre étude, vous étiez penché sur l'expérience allemande qui a commencé au début des années 90. Et des analyses que j'ai eu les échos disent que, premièrement, au niveau de l'effet multiplicateur, l'un d'entre vous était l'illusion, la dépense publique a un effet dans pas mal de domaines assez énorme. Deuxième point, cette rénovation du parc en Allemagne s'est faite en s'appuyant sur les PME pour éviter le blocage et permettre des innovations que ne font pas toujours des grandes entreprises. Je crois qu'en France, on connaît certains blocages réglementaires qui empêchent, dans certains domaines, des entreprises qui ont le label de pouvoir, par exemple, avoir la garantie d'achèvement quand elles ne construisent pas sur un terrain qui ne leur appartient pas. Et impossible d'obtenir une garantie dans ce domaine-là. Là, c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a plus. Alors, on prend encore une question qui était là, monsieur. Charles Pourri de CEA. Alors, j'ai une question. On voit un certain nombre de particuliers qui font eux-mêmes les travaux chez eux, donc ils ne font pas appel à des professionnels. Déjà, est-ce qu'on a une estimation de nombre de cas qui se présentent ainsi, et comment résoudre le fait que ces travaux ne seront peut-être pas efficaces parce qu'ils ne sont pas globaux ou ils ne traitent pas la globalité de la question en termes de rénovation des bâtiments. D'accord. Monsieur, au fond, sur la gauche. Je suis associé dans un petit fonds d'investissement. Ma question a à voir avec le comportement des personnes, on en a un petit peu parlé. Sachant que la consommation d'électricité en France est très dépendante de la température, à cause du chauffage électrique en particulier, c'est de l'ordre de 2000 MW par degré. C'est de 2000 MW. 2300 MW par degré. C'est bien ça. Comment pourrait-on agir sur le comportement des personnes, par exemple, sur le fait qu'on puisse vivre dans un appartement qui soit chauffé simplement avec 1 degré de moins? Je crois qu'en Allemagne, les gens vivent avec une température qui est de l'ordre de 2 ou 3 degrés en moyenne moins importante que chez nous. C'est une question, c'est quoi? C'est la communication, c'est des taxes, c'est la taxe carbone, c'est des tarifs différenciés, voilà. Est-ce que vous avez un plus sur la question? Ok. Je prends encore une dernière question avant de faire un tour de réponse. Donc, Raymond Zaria, ingénieur en retraite, merci de me donner la parole. Bien que je ne sois pas professionnel, je voudrais m'exprimer précisément sur ce point. Je suis copropriétaire à Paris d'un immeuble tout électrique. Les charges sociales, les charges d'électricité représentent environ 30% au moins. Donc ça fait plusieurs années que j'essaye de faire changer les choses. Mais je trouve que pour des raisons d'isolation phonique principalement, j'ai déposé une double fenêtre. Plus tard, la copropriété a essayé de me faire déposer la fenêtre parce qu'elle déparait la façade. Évidemment, j'ai plus besoin de chauffer dans cette pièce-là. Non seulement il n'y a pas de bruit, mais en plus il n'y a pas de perte. Le problème, c'est la loi SRU dont je voudrais attirer votre attention là-dessus. On n'avait pas parlé. Il suffit qu'un copropriétaire demande la pose de compteurs divisionnaires pour l'eau, pour une consommation qui est vraiment peu coûteuse,
pour que la copropriété ne puisse s'y opposer. Tandis que dans cet immeuble, avec un chauffage de base collectif, et beaucoup d'appartements qui sont loués à des diplomates ou à des gens qui sont, les locataires ne sont absolument pas concernés par ce problème-là, ils laissent les fenêtres ouvertes, éventuellement, et c'est nous qu'on paye. Je veux dire que c'est un système tout à fait particulier. Donc il y aurait vraiment des raisons de faire évoluer la loi. Il y a quelques milliers d'immeubles de tout électrique qui ont été construits il y a 30 ans, qui sont à peu près en classe D. C'est vrai que ce n'est pas les plus urgents. Mais il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. C'est d'attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas bouger un règlement de copropriété sans un certain nombre de conditions de majorité, sauf si on fait évoluer la réglementation. Il faut faire évoluer les comportements, surtout chez les diplomates. J'aurais autre chose à dire sur les questions de financement. L'étude qui a été faite est évidemment très raisonnable. De ce côté-là, elle inspire le respect. Je me demande simplement si elle n'est pas trop raisonnable. Je veux dire qu'on n'a pas du tout cité les solutions de financement à base de, par exemple, pôle public financier ayant accès au financement à 1%, 1000 milliards à 1% que Mario Draghi a fourni aux banques. Alors, on va... Quelques millions de logements à rénover chaque année. Merci beaucoup. On va commencer par un premier tour de réponse. Qui veut prendre la parole ? Moi, je peux juste apporter un commentaire très rapide sur ce que disait monsieur par rapport à l'Allemagne et au développement de la filière. Et pour simplement appuyer ce que vous dites, s'il y a un enseignement que l'on tire de l'exemple allemand, ils ne sont pas évidemment parfaits en tout, mais sur ça, ils ont clairement avancé. Et c'est celui que, pour développer une filière industrielle, on en parle en France, indépendamment de la question du CO2, pour développer une filière industrielle, il faut du temps. Ça ne se décrète pas, encore une fois, comme ça. Et ce que vous dites, je l'appuie tout à fait. L'exemple allemand montre qu'il aura fallu 10 ans, un peu plus de 10 ans, à partir des premières expérimentations de rénovation thermique et financement de rénovation thermique, pour non seulement faire la démonstration, c'est ma conviction en tous les cas, que la rénovation thermique est positive pour les finances publiques, pour l'emploi, au-delà de l'être pour l'environnement, mais aussi faire la démonstration qu'en investissant dans cette filière-là, on peut développer une filière d'excellence dans un domaine d'avenir. Et aujourd'hui, ceux d'entre vous qui sont professionnels du bâtiment savent que beaucoup de produits, matériaux et technologies de pointe, au-delà de ce que fait Saint-Gobain, vient d'innovation allemande ou de PME allemandes dans le domaine de la performance énergétique. Donc il y a un enjeu industriel au-delà d'un enjeu d'emploi et de fiscalité. Et encore une fois, il faut du temps pour ça. Il faut vraiment une politique industrielle qui s'inscrive dans la durée. Juste un petit commentaire à propos de la personne qui fait ses travaux chez lui. Bon, pourquoi pas, il est libre. Ceci dit, cette personne va aller acheter tel produit. Il aura obligatoirement un produit avec une performance minimale liée au fait que, par exemple, cette réglementation qui existe aujourd'hui dans l'existant, avec une option élément par élément, définir un niveau minimum à atteindre, à part qu'il est complètement au milieu du gué et qu'il est en train de tuer tranquillement le gisement, pour reprendre une expression, mais en attendant, cette réglementation avec les exigences élément par élément permet de mettre sur le marché, a priori, des prestations, des éléments avec des niveaux de performance qui peuvent convenir, si tant est qu'elles soient réactualisées d'ici là. Deux éléments de réponse. Sur les travaux qui sont faits par les propriétaires ou les occupants eux-mêmes, c'est à peu près une dizaine de pourcents. Donc sur les 3 millions de gestes, je crois que c'est même un peu moins. C'est 200 000 par an à peu près. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus ça qui fait le gros du marché. Sur la question du comportement. Que dire ? C'est un sujet d'une complexité extrême et on est en plein dans le débat en ce moment, mais pas seulement en ce moment, sur le déploiement des compteurs intelligents ou des compteurs communicants. Sur cette question-là, on a eu beaucoup d'expérimentations par le monde, les Américains, les Japonais, les Anglais, les Hollandais, les Suédois. On n'en a jamais eu, à ma connaissance, d'expérimentation qui
sont complètes, c'est-à-dire qui se proposent d'avoir une offre industrielle complètement déployée à une échelle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de clients sur une durée suffisamment longue. Ce qu'on constate, c'est que sur beaucoup d'expérimentations, que ce soit en Californie ou que ce soit ailleurs, on arrive à agir sur les comportements de façon significative quand tous les clients sont accompagnés, quand on leur donne des conseils, quand on les suit, qu'on revient les voir, etc., etc. La conclusion, c'est souvent que ce type d'expérimentation est en général pas déployable de façon massive à plusieurs millions de clients. En tout cas, il n'y en a pas eu qui permettent d'être complètement conclusifs. Donc je vais me permettre juste de citer une expérimentation française qui, elle, a l'avantage d'avoir été faite à cette échelle-là. Alors évidemment, c'était aux temps anciens du monopole, mais c'était ce que EDF avait fait avec Tempo et EJP. Les jours rouges, où les prix de l'électricité étaient quand même nettement supérieurs, en moyenne, les puissances appelées par les clients étaient de l'ordre de entre 1 kW et 1,3 kW de moins que les autres clients. Et ces clients-là, on a eu du déploiement de Tempo sur plusieurs centaines de milliers de clients, et c'était une expérimentation qui a marché sur le long terme. Alors depuis, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas rentrer sur les questions tarifaires et de la dérégulation des marchés électriques, qui nous emmènerait bien trop loin. Mais globalement, à ma connaissance, il y a eu assez peu d'expérimentations de cette envergure-là de par le monde. Juste en complément, bon, bien sûr, on peut agir sur les comportements, mais ce n'est pas forcément facile, c'est clair. On peut aussi agir sur les solutions techniques et sur les matériaux. Il y a des effets de confort qui sont de bon sens. Hein. Quand on est près d'une paroi froide, on a envie de monter le chauffage. Quand on est près d'une paroi bien isolée, une paroi vitrée à haute performance ou un mur très bien isolé, on n'a pas la sensation de froid et donc on n'a pas la tentation d'augmenter le thermostat. Donc même chose pour les courants d'air et la maîtrise de la ventilation. Quand on fait les choses correctement avec les bonnes solutions techniques, on peut lutter très fortement contre ce problème. On ne résout pas tout, mais ça agit dans le bon sens. Sur le bricolage. Est-ce que la Fédération française du bâtiment considère le bricolage comme des concurrents, ou est-ce qu'un jour vous nous ferez l'équivalent des cours de cuisine, c'est-à-dire que les artisans vont se transformer en profs pour accompagner les gens pour faire un bricolage proprement? Non, on ne peut pas demander à quelqu'un de la Fédération du bâtiment d'aimer le bricolage. D'abord, moi je vais de bricoler à titre personnel et c'est tellement mieux fait par un professionnel. Bon. Non, celui qui fait lui-même, il prend des risques énormes. Hein. Il prend des risques énormes parce qu'on a des réglementations de plus en plus complexes. Il va faire des rencontres inopinées avec de l'amiante. Si on est salarié dans une entreprise, c'est catastrophique. Si on est soi-même particulier, on peut inhaler des fibres d'amiante sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas encourager le bricolage, sauf pour des toutes petites choses. Si un jour vous voulez peindre vos water, faites-le, mais n'allez pas plus loin. Non, mais dès que vous touchez une fenêtre, une chaudière, un machin, c'est ultra délicat. Faites appel à des pros. Hein. Et puis pas au black, hein, il est parti notre ami du black. Non, pas au black, hein, des vraies entreprises. Merci. Alors la suite des questions, j'en avais Jacques ici et après Nicolas. Petite remarque pour commencer. On a dit plusieurs fois qu'il paraît de bon sens qu'il faut commencer par les passoires énergétiques. Ça ne me paraît pas évident. Peut-être qu'il faut commencer par ce qui est plus facile à faire. Et il y a tellement de boulot d'étranglement que c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. Je ne sais pas. Ça ne me paraît pas évident que ce soit par là qu'il faut commencer. Mais la question c'était plus par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le décalage entre l'investissement nécessaire et puis les quelques centaines d'euros tout ça. Il me semblait que justement le tiers investisseur c'était un montage qui visait à répondre à ce genre de difficultés. Alors il n'est pas adapté pour la maison individuelle, donc encore une fois, pour pouvoir polariser essentiellement sur la maison individuelle, alors que là, il y a quelque chose qui a l'air de se mettre en place. La région Île-de-France, d'autres régions, je crois, vous avez se mettre en place. Donc, pourquoi vous n'en parlez pas plus? C'est parce que tout le monde est au courant ici, ou simplement parce que vous n'y croyez pas trop? Nicolas. Moi, j'avais une question sur le financement. En fait, il y a quelque chose que vous avez
marché français est le plus surévalué du monde aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, les plus-values en France sur cession, c'est 100 milliards d'euros par an. Le coût de la rénovation thermique, c'est de moins de 10 milliards d'euros par an. Est-ce que finalement, une bonne mesure pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour faire baisser cette bulle de l'immobilier, pour relancer la croissance et pour faire la rénovation, ce ne serait pas d'aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire pas dans les caisses de l'État, mais dans les plus-values sur cession? S'il y a encore des questions, oui. J'avais une petite question concernant le risque si on se focalise prioritairement sur les bâtiments les plus énergivores, est-ce qu'on ne risque pas de dépenser, d'investir des ressources dans la rénovation de bâtiments un peu perdus au milieu de la brousse et qui n'ont pas forcément d'intérêt à long terme dans une optique où les schémas d'organisation vont se rapprocher des lieux, par exemple, de voies ferrées ou des choses comme ça. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à prioriser les investissements dans les petites villes, dans les zones qui sont au moins desservies par les transports publics? D'accord. Oui. David Brouillon, je travaille sur les approches comportementales pour les économies énergétiques. J'avais une question sur le financement participatif. J'ai l'impression qu'en fait, on voit toujours le financement comme une perte, que ce soit l'État qui donne de l'argent public ou des particuliers qui doivent investir. Pourquoi pas transformer ça en gain, en quelque chose de plaisant? Il y a un vrai enthousiasme populaire pour les loteries, par exemple, pour Million. Pourquoi pas faire une loterie de la rénovation où on gagnerait une rénovation en mettant simplement un billet à 2 euros? Il me semble que c'est une façon, de prendre du plaisir finalement à gagner quelque chose plutôt qu'à faire ça comme une contrainte d'éligibilité. Ok. Donc on va apporter quelques réponses aux questions qui ont été posées. Donc il y a notamment la question assez intéressante des passoires, des épaves énergétiques, celles qui c'est même plus le coup de les rénover. Et moi j'ai entendu parler notamment de bâtiments comme Dauphine, je crois, qui sont même pas rénovables parce qu'ils ont été construits avec des technologies. Même si on voulait, on n'arriverait pas techniquement à faire ça dans des budgets raisonnables. Qui veut intervenir sur les différentes réponses? Sur la question des logements énergivores, il y a bien évidemment des logements énergivores, comme vous le dites, monsieur, qui sont en milieu rural, très compliqué, pas forcément effectivement les logements prioritaires. Il y a aussi beaucoup de logements énergivores qui peuvent aider à faire la démonstration que une rénovation thermique est extrêmement utile à tous les niveaux. Et c'est une des raisons principales de commencer par ces logements-là, c'est qu'encore une fois, nous sommes très contraints aujourd'hui sur la question du financement. Or, dans un logement énergivore, pas dans tous les coûts, mais dans beaucoup de cas, un logement énergivore, vous pouvez trouver de la rentabilité à faire une rénovation forte. Donc c'est la raison principale, mais encore une fois, vous avez raison, ça ne veut pas dire que tout logement énergivore mérite des investissements importants ou même trouve une rentabilité. C'est pas forcément le cas. J'ajoute que c'est avec le temps et l'augmentation des prix, c'est ce que nous prenons en compte dans notre modélisation que l'on va publier encore une fois dans quelques semaines. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, prévisible, pas certaine, mais enfin relativement prévisible, à mesure que le temps passe, eh bien, chaque année, un certain nombre de logements deviendront mécaniquement rentables par rapport à une opération de rénovation. Donc là aussi, c'est important d'organiser ça quelque part dans le temps, assez naturellement, et le temps, quelque part, joue pour nous. Sur Tir Investisseur, j'ai pas de remarque de fond sur le principe, c'est juste des problèmes de pratique de mise en œuvre. On n'a pas de problème c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le marché du tertiaire, sur une bonne partie du parc, j'allais dire, voire même on peut avoir un Tir Investisseur dans l'industrie. La vraie difficulté, c'est sur le marché de masse. Alors nos collègues anglais d'EDF Energy sont en train d'expérimenter ce qui est le Green Deal, c'est-à-dire le Tir Investisseur avec une garantie
sur les économies d'énergie. La vraie question sur le marché de masse, c'est qui prend le risque de non-réalisation de ces économies. Donc à partir du moment où aujourd'hui le système de tiers investisseur, il est en gros j'investis et je rembourse sur mes économies, sur ma facture d'énergie, on arrive très vite à la question qui est, et si ces économies, même indépendamment des questions de comportement, vous avez une naissance dans une maison, les gens sont malades, enfin ça peut arriver, ce risque-là, ou voire même il y a un hiver chaud ou un hiver froid, on peut avoir la facture qui bouge de facilement 30 ou 40%, qui prend ce risque-là? Alors sur le marché de masse, pour nous, ça ne nous semble pas être une solution. Par contre, évidemment, sur une bonne partie du marché d'entreprise, c'est une solution qu'il faut regarder. Là, on est entre personnes qui savent faire la différence entre ce qui est de la performance énergétique, ce qui est le comportement des occupants, arrivent à mettre des contrats en place qui encadrent les risques. D'autres? Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, madame. À présenter des pistes de solutions de financement innovantes. Je voulais savoir comment vous positionnez, de votre point de vue, quelles sont les principales différences d'analyse ou bien de préconisation, et est-ce qu'il y a des travaux communs, comment est-ce que ça s'articule les uns par rapport aux autres? Oui, là-bas. Je fais partie d'un métier d'ouvrage public, je suis aussi membre d'une commission de la qualité de la construction à Pays-Bas. Et par ailleurs, je suis particulier et j'ai une maison rénovée. La question à la semblée, combien vous consommez à la maison? Est-ce que vous savez combien vous consommez 30 kWh? Alors en fait, on va la faire. Levez la main ceux qui connaissent leur facture. Ah, en kilowattheure. Ah oui, bonne question. Deuxième question, en kilowattheure, est-ce que vous savez? Ouais. Je pense qu'on a un échantillon non représentatif de la population. On va rénover des logements. Des logements qui sont des passoires. Les passoires, c'est en général tout le reste va être dans le même état. C'est-à-dire que la plomberie n'est pas terrible, l'électricité est aux normes, la ventilation ça existe. Si on s'intéresse qu'à la partie énergétique, on va rater une bonne partie des choses parce qu'on va cacher la misère qui est derrière. Donc le coût de la rénovation d'un logement, ça va être un peu plus que les 20-30 000 euros qu'on entend par ici. Par ailleurs, donc, quand on va commencer à investir dans la rénovation, je pense qu'il va falloir attaquer un peu tous les corps d'État. Et là, c'est pas rentable parce que ça peut pas décider. Donc, comment on va réussir à financer tout ça? Parce que si on met que de l'isolation, des nouvelles fenêtres, une meilleure ventilation, derrière, on va cacher l'électricité qui est plus aux normes, la plomberie qui va finir par fuir, voilà. Et ensuite, comment on va contrôler la qualité des travaux? Je commence et puis André poursuivra. Sur la question de la rentabilité, c'est toujours une question intéressante parce que je trouve que souvent on attribue un critère de rentabilité sur des travaux parce qu'il y a le label thermique dessus et qu'a priori c'est pas très, ça sert pas à un élément d'embellissement ou de confort directement. Mais lorsque des gens agrandissent leur maison, ajoutent une véranda, aménagent leurs combles, etc., ils ne cherchent pas toujours la notion de rentabilité. Ils ne vont pas toujours tout de suite à la calculette pour dire tiens, là j'ajoute du mètre carré, combien ça va me rapporter. Bien sûr qu'il y a un élément de valorisation, bien sûr que c'est jamais totalement éloigné de la pensée ou de la réflexion du particulier ou du propriétaire, mais je pense qu'on peut considérer aussi qu'une bonne partie des travaux qui sont réalisés dans les logements sont liés évidemment à des notions de rentabilité, mais d'autres sont liés à la notion de confort, de valorisation du patrimoine, et donc
la notion de rentabilité pure et dure de travaux qu'on va réaliser, c'est compliqué. Alors, ça répond pas peut-être exactement à votre question, mais en tous les cas, il faut, dans des travaux de rénovation, bien distinguer la part thermique pure, pour lequel je pense qu'en toute logique, on peut attendre un niveau de rentabilité, quoique il faut pouvoir aussi considérer la rentabilité et le confort. Un confort, ça se valorise. C'est en termes de bien-être, de confort d'une maison, ça a une valeur pour le propriétaire. Et puis du reste, c'est-à-dire le travail d'embellissement ou de valorisation d'un bien qui ne serait pas purement thermique. Deuxième remarque sur nos différences éventuelles avec le rapport de Terra Nova. Alors les convergences, les points de convergence sont forts, non seulement avec le rapport de Terra Nova, mais évidemment avec beaucoup d'autres études et rapports qui sortent sur la rénovation thermique. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention d'apporter des idées nouvelles, révolutionnaires absolument dans tous les aspects. On porte un éclairage et un zoom, et la seule peut-être innovation que nous espérons apporter sur ce sujet-là, c'est simplement de regarder les choses de manière plus systémique. C'est-à-dire on s'intéresse à voir d'une part le lien entre les différents éléments, les changements que l'on propose, comment ils interagissent, ils s'interfacent entre eux, quels sont les impacts aux différents niveaux, et de modéliser ça. Et enfin, là, c'est plus une ambition. Nous avons l'ambition à travers ce programme, lorsque nous le publierons dans quelques semaines, eh bien, de pouvoir apporter une réponse assez opérationnelle, actionnable assez rapidement pour les décideurs politiques qui le souhaiteraient, pour avancer véritablement sur ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'écarte d'un certain nombre de propositions qui sont peut-être moins accessibles, moins implémentables tout de suite. Notre sujet, il est vraiment d'apporter une réponse assez opérationnelle. Je ne fais que rajouter par rapport, plus pour les immeubles que la maison, en tant que thermicien, des études énergétiques seules, ça n'existe pas. En fait, on y va pour répondre à le problème de la facture énergétique, mais d'autres problèmes aussi, le confort, l'embellissement, des choses comme ceci. Dans le cas des copropriétés, vous avez vu tout à l'heure la personne s'exprimer, chaque fois, on est obligé de gérer un groupe et dans leur intérêt de ce groupe en question. Et évidemment, l'embellissement, évidemment, la valorisation du patrimoine, évidemment, l'accessibilité, par exemple, ou la qualité de l'air, viennent en plus. Mais on est obligé de mettre tout ça, faire valoir tout ça, sinon on n'arrive pas à décider uniquement sur combien ça me coûte en plus et ça me rapporte combien par an. Eh bien, ils disent je vais le mettre ailleurs, mon argent. Mais c'est leur immeuble, c'est leur patrimoine. C'est comme ça qu'il faut commencer. Je vais peut-être compléter un tout petit peu sur la question de Madame sur les productions qui viennent d'ailleurs. Donc évidemment, on se benchmark. Hein, tout ce qui est sorti avant nous, on a regardé quelles sont les propositions qui sont faites par d'autres think tanks ou d'autres organismes, et on voit que c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont, il y a quand même des grandes tendances sur lesquelles on converge assez fortement, et il est évident que la suite des événements, c'est de pousser les recommandations qu'on a, et qu'on a l'intention de contacter les personnes, quand c'est pas déjà fait, qui ont travaillé dans d'autres enceintes sur les mêmes sujets pour pousser les choses qui méritent le plus d'être poussées politiquement. Et j'ajouterais qu'un des objectifs qu'on a dans le rapport que vous découvrirez d'ici quelques jours, début mars, c'est également d'avoir une forte composante pédagogique, c'est-à-dire que si au moins les gens qui ont lu le rapport ont compris quels sont les termes du débat, c'est déjà très important, sans même forcément avoir pris position sur un certain nombre de sujets, d'avoir bien compris quels sont les grands chiffres, les grandes masses, où se situe principalement le gisement, et puis ensuite d'avoir juste explicité les sujets sur lesquels il peut y avoir des discussions entre les acteurs, et de dire pourquoi
pourquoi les uns pensent ceci, les autres pensent cela, avec chacun de leur légitimité, c'est déjà une très forte valeur ajoutée. On essaye également d'être bon à ce niveau-là, au-delà d'avoir ensuite, en tant que The Shift Project, think tank qui travaille sur la transition énergétique, notre propre position. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, je me posais la question parce que ce facteur 4, je dirais, il n'est pas aussi magique qu'il en a l'air. Et je me disais, quitte à être moins frustré, est-ce qu'on ne serait pas plus raisonnable d'essayer d'atteindre vraiment un facteur 2? Non, mais je veux dire, à force, on dit qu'on va faire 20%, on fait 3%. Donc, ce que je veux dire, c'est que le facteur 4, ça veut dire que l'isolation actuelle, c'est-à-dire nos murs trop comme ça, il faut que, en gros, je veux dire, on ajoute 3 épaisseurs. Donc en fait, bon, c'est pas, bien sûr, c'est pas les mêmes matériaux, je suis bien d'accord avec vous, mais n'empêche qu'en moyenne, c'est en gros ça. Et ça, je pense que c'est impossible. Moi, si j'avais à parier, je parierais à 100 contraintes qu'on n'y arrivera pas. C'est très décevant. Alors, je m'adresse à monsieur qui a fait l'exposé d'introduction, parce que je trouve que la manière dont vous prenez le problème sur le temps, la programmation, etc., je trouve ça très très positif. Et d'un seul coup, je me dis, mais le facteur 4, c'est pas un nombre magique. Si on faisait déjà un vrai facteur 2, parce qu'il ne faut pas oublier que le logement et le... Alors, on va prendre l'autre question et après on va... Ok, merci. Je vous ai posé une question et ce sera la dernière. Oui, non, mais juste je voulais dire bonjour. Jean-Pascal Chéras, Saint-Gobain Distribution, bâtiment. Donc nous intervenons aussi bien sur le bâti que sur les systèmes. La question, c'est plus une recommandation, 2 recommandations d'ailleurs. L'une, c'est effectivement face à l'ampleur de la tâche pour apporter une amélioration sur l'efficacité énergétique, c'est d'harmoniser, c'est de phaser l'ensemble des travaux en sachant gérer les priorités, de manière à ce que précisément on travaille de manière pragmatique et qu'on unisse les efforts et les compétences de l'ensemble des entreprises. C'est une première recommandation. La seconde, c'est d'unir également nos efforts pour une démarche pédagogique vers le consommateur final, pour accompagner l'ensemble des filières vers l'utilisateur, de manière à ce que le discours qui est développé soit un discours qui permette à l'utilisateur d'y voir clair et de prendre des options. Car une des réflexions que nous avons aujourd'hui sur le marché, c'est que nous sommes en face d'un fort attentisme du consommateur qui, face à la multiplicité des offres, face parfois aux oppositions d'offres, n'arrive pas à se déterminer. Voilà, donc il est important dans la tâche que nous avons à accomplir, à la fois d'acculturer et d'harmoniser l'ensemble des travaux, et également d'avoir ces démarches pédagogiques vers le marché consommateur. D'accord. On a quelques minutes pour répondre à ces questions. Brice, tu voulais répondre à la question qui s'adressait à toi? Enfin, très rapidement, à propos du facteur 4, je vous garantis que ma voisine, là, les solutions, ou d'autres, ont les solutions pour faire ça. On n'est pas obligé de multiplier par 4 l'épaisseur du mur, heureusement d'ailleurs, et des techniques existent aujourd'hui, à la fois sur la réduction des besoins, sur le travail de l'enveloppe, mais aussi sur la performance des équipements. Donc cet objectif-là, on est capable de le tenir. Il y a des réalisations aujourd'hui qui existent, et même mieux que cela. Et donc, il ne faut pas mollir du tout sur cet objectif-là. Pour y arriver, entre autres, la réglementation, mais les différentes mesures qu'on en a parlé, nous permettront d'y arriver. Mais on a bon espoir, évidemment. Juste pour rebondir effectivement sur ce que vient de dire André, donc tout à fait d'accord, hein, les solutions techniques, elles existent aujourd'hui. Je vous invite à lire plus en détail les solutions techniques de référence d'Olivier Sidler. Vous verrez qu'on ne multiplie pas l'épaisseur des murs par 4. C'est des choses qui existent, qu'on sait mettre en œuvre. Et cet objectif Factor 4, il est vraiment atteignable d'ores et déjà. Il suffit d'un peu de volonté. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais techniquement, il n'y a aucun souci. Non, je voulais juste ajouter que le facteur 4 ne concerne pas que le bâtiment. Il y en a autant en consommation dans le transport et il y en a aussi un bon paquet dans l'industrie. Et je ne suis pas convaincu que le facteur 4 en CO2 veuille absolument dire facteur 4 en énergie. Moi, je dirais simplement pour terminer, pour ma part, que ce serait presque
dommage de réduire cette ambition-là, dans la mesure où, encore une fois, avec du courage politique, avec de la programmation, avec, entre guillemets, de l'intelligence dans le système, on peut y arriver. Encore une fois, nous avons la conviction que ce que nous proposons et ce qui sera détaillé est un chemin possible pour y arriver. Ça demandera de la concertation, ça demandera évidemment du détail et de la réflexion de la part de la filière. On ne répond pas à toutes les questions, mais encore une fois, on indique une feuille de route modeste qui, de notre point de vue, nous permet d'y arriver. Ce serait d'autant plus dommage de ne pas prendre ce chemin-là qu'encore une fois, d'un point de vue positif, il y a des emplois à la clé, il y a du confort à la clé, et il y a moins de précarité énergétique, donc ça sert beaucoup d'enjeux. Et c'est la raison principale pour laquelle il faut y aller avec détermination de notre point de vue. Bien, ben, je vous remercie. C'est fini pour les questions. Je vous propose qu'on descende. Donc c'est la suite, Anne-Caroline, ça se situe au premier étage. Voilà, donc il y a les ascenseurs ou les escaliers. Et merci beaucoup pour votre attention.